Bienvenue sur Kimageo. Alors là, on est dans la partie A qui est un problème de fonctionnement des organisations internationales. Alors, en fait, ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui, les organisations internationales, elles manquent de légitimité, alors qu'elles sont censées rassembler tous les pays du monde, être également représentatives des citoyens du monde, être efficaces dans l'amélioration des conditions des citoyens dans le monde. On remarque qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Elle semble être un peu inefficace. Déjà, il va y avoir le problème de la domination des Occidentaux dans ces organisations internationales. Par exemple, si on prend le cas du FMI, les réformes Code Parts en 2008 et en 2010, elles ont renforcé la mainmise des Occidentaux donc sur le FMI. Euh, Ensuite, il va y avoir le problème de l'ONU où il va y avoir une contestation des pays émergents euh, parce que finalement ils ne peuvent pas participer au Conseil de sécurité. Ensuite, il va même avoir un problème qui serait même institutionnel des organisations internationales. Déjà, il n'y a pas de coordination marquée entre les grandes institutions internationales de Bretton Woods, dont l'OMC, le FMI et la Banque mondiale. Et ce manque de coordination, euh, il va apparaître d'ailleurs dans les organisations agricoles de l'ONU qui en disposent plus de 4, par exemple la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le PAM, donc le Programme alimentaire mondial, également la FIDA, donc le Fonds international de développement de l'agriculture, et enfin le WFC, qui est le Conseil mondial de l'alimentation. Et en fait, on remarque que cette segmentation, elle va entraîner des organisations en fait trop spécialisées, ce qui va empêcher de traiter les problèmes transversaux. On remarque parfois aussi une inadéquation des moyens humains et financiers. Par exemple, le budget originaire de l'ONU, c'est seulement un quart de celui de la ville comme Paris. Euh, et aujourd'hui, on remarque une véritable limite des opérations de maintien de la paix de l'ONU, dont le budget n'est seulement que de quelques milliards. Euh, et aussi, on parle aujourd'hui d'une limite finalement du droit international qui sont mises en place par les organisations internationales parce que souvent ce droit il va être violé finalement par les États et sans grandes conséquences. Par exemple, très rapidement va être mis en cause le TNP, le traité sur la prolifération des armes nucléaires, par exemple par l'acquisition de la bombe atomique par la Corée du Nord en 2006. Et aujourd'hui, on remarque aussi une limite de la CPI, de la Cour pénale internationale, où souvent les grandes puissances vont refuser d'y participer. Maintenant, on va passer à la partie B, qui est le rôle ambigu des États. Alors, parfois, en fait, les États, ils vont trouver des avantages dans les organisations internationales. Ça va être vraiment attractif pour eux. Ça va, par exemple, parfois leur fournir un cadre aux négociations. Ça va également leur donner accès à une expertise sur les grands enjeux contemporains. Par exemple, avec les rapports de la FAO ou encore des rapports de la Banque mondiale. Ça va également permettre aux pays qui abrite des sièges des organisations internationales d'avoir un certain prestige, comme en Suisse, où il y a par exemple l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Au Kenya, il y a également le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé à Nairobi. Et à Paris, par exemple, il y a l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Euh, Également, les organisations internationales, elles vont parfois jouer un rôle de légitimation pour les États. Par exemple, en 2003, il va y avoir un vote favorable de l'ONU pour intervenir en Irak, qui va faciliter les actions des États-Unis.
Et parfois, les États-Unis en fait vont se servir des organisations internationales pour gagner un profit expérimental, comme pour les opérations des casques bleus de l'ONU. Et on remarque aussi dans l'utilisation des organisations, on remarque aussi dans l'utilisation des organisations internationales par les États, une approche en fait qui va être spécifique en fonction de la puissance de l'État. On remarque qu'en fait les grandes puissances elles vont utiliser les organisations internationales pour finalement garantir une sécurité dans le monde parce qu'elles ont plus de capacités. Également, elles vont se servir des organisations internationales comme un instrument d'influence et de reconnaissance de leur statut. Euh, donc on a par exemple parlé en 2003 du vote favorable de l'ONU qui a permis aux États-Unis d'intervenir en Irak. Mais ça va être un peu différent pour les puissances moyennes qui vont plutôt se servir des organisations internationales pour conserver un certain statut. Ça va être le cas par exemple de la France qui va vraiment essayer de garder un rôle important au Conseil de sécurité. On peut également prendre le cas du Brésil ou encore de l'Inde qui se servent finalement de ces organisations internationales pour plutôt cette fois acquérir un statut. Et pour les plus petits États, ça va juste être de se servir des organisations internationales pour avoir une reconnaissance internationale ou parfois même former des coalitions pour former des coalitions pour avoir un certain poids. On peut penser dans les années 60 avec le tiers-monde. Et aujourd'hui, il y aura un danger d'une certaine marginalisation ou mise à l'écart des organisations internationales. Déjà, on va remarquer une domination souvent unilatérale des grandes puissances. Par exemple, pour les États-Unis, il y a par exemple l'ancienne secrétaire des États-Unis, Madeleine Albright, qui avait affirmé que les organisations internationales sont pour les États-Unis simplement un instrument au service de leurs intérêts. Parfois, les puissances elles vont se servir des organisations internationales euh, pour finalement pratiquer des politiques dites unilatérales avec un jeu entre des petits clubs d'acteurs. Euh, En 2003, il va être par exemple créé le quartet pour le Moyen-Orient entre les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et les Nations unies pour une médiation dans le processus de paix israélo-palestinien. Puis entre 2003 et 2009, il va y avoir le groupe des six, des six pays, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, la Russie, le Japon et les États-Unis, pour parvenir à un règlement de la question nucléaire nord-coréenne. Et c'est pourquoi on va parfois même parler de diplomatie de club qui avait été déjà relancée dans les années 70 avec la création en 75 du G6, en 76 du G7, encore en 98, donc un peu plus tard du G8. Et cette diplomatie de club elle va être reprise par les pays émergents avec par exemple la création des BRICS. Et un peu plus tôt même il y a eu la création déjà de l'IBAS qu'on avait même surnommé G3 en 2003. Et parfois, les États vont même choisir une stratégie un peu plus bilatérale, avec par exemple la création en 63 du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, qui va permettre de renforcer la coopération entre les deux États, que ce soit dans les domaines politiques, économiques ou encore culturels. Et un peu plus tard, en 91, il y a eu les traités START One entre les États-Unis et la Russie sur la réduction des armements stratégiques.